et député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. C'est notre dernière conversation. Parce que je dis conversation, parce que vous m'écoutez, puis j'ai l'impression que ça vous fait bouger. Alors, durant les fêtes du 22 décembre 2023 au 2 janvier 2024, la QDR est fermée. Et nous reprendrons nos émissions ici à CKRL-FM le 3 janvier. Et nous continuerons encore avec vous parce que cette station est fort intéressante et nous voulons continuer pour parler aux aînés. Alors aujourd'hui, on a quelqu'un que je connais depuis quelques années, de fort intéressant et d'éclairé. Surtout. C'est un professeur de l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, qui a été très présent pour une recherche au niveau des résidences privées pour aînés, M. Louis Demers. Bonjour Louis. Oui, bonjour Madame Gagnon. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ah, très très bien aussi. Écoutez, les résidences privées pour aînés, c'est pas rien. Il y a beaucoup d'aînés qui demeurent dans ces résidences-là, mais avec le temps, il y a des changements. Alors, je sais que l'ENAP est particulièrement sur la coche pour ces sujets-là, avec tous les fascicules là, qui ont été écrits là-dessus. Alors, vous vous êtes intéressé aux résidences privées depuis quelques années. Pourquoi? Puis quels sont vos grands constats? En fait, de manière plus générale, je me suis intéressé aux services de longue durée pour les personnes âgées. D'abord au réseau intégré de services, puis ensuite aux lieux d'habitation où résident des personnes âgées qui ont une autonomie un peu affaiblie. Donc, je me suis intéressé aux soins de longue durée pour constater ce que tout le monde voit, qu'au Québec, les services à domicile sont déficients et que le nombre de places en CHSLD et en ressources intermédiaires pour personnes âgées a plafonné. En gros, autour de 35-40 000 pour les CHSLD et autour de 10 000 pour les ressources intermédiaires pour personnes âgées. Et pendant ce temps-là, en dehors de toute orientation politique claire, il y a plus que 130 000 personnes âgées, majoritairement de 75 ans et plus, qui vivent dans une RPA, à but lucratif ou non lucratif au Québec. C'est que moi, ça m'a interpellé en me disant, il y a comme une orientation gouvernementale implicite. Ouais. Le privé, occupez-vous des installations matérielles pour les aînés. Nous, on n'est pas capable de fournir. C'est que depuis 1985, le nombre de places en CHSLD a diminué au Québec alors que la population de personnes de grand âge a considérablement augmenté. Fait qu'on se demande pourquoi il y a des RPA. Ben, c'est la principale explication. OK. Est-ce que vous signifiez un petit peu que le gouvernement voulait laisser le privé s'occuper des personnes aînées? Ben, je pense que dans les années, si on se replace à l'époque, en 79, il y a eu la première politique de soutien à domicile qui disait, un peu pour la première fois, que les aînés souhaitaient continuer leur jour chez elles autant que possible plutôt que d'être institutionnalisés, comme on disait à l'époque. Ouais. Fait que le gouvernement, progressivement, il y a des petits centres d'accueil, comme on appelait à l'époque, qui ont continué de se construire, mais en 85, c'est le plafond qu'on a atteint, puis ça n'a pas cessé de réduire par la suite. La raison, c'est que dans les années 80, les finances publiques sont assez amochées au Québec comme ailleurs au Canada, fait que les gouvernements voulaient pas. On voit comment ça coûte maintenant les maisons pour aînés. Là, c'est astronomique. Ben, replaçons-nous il y a 30 ans. C'était pas aussi astronomique parce que c'était pas aussi raffiné, mais c'était quand même très, très cher d'ouvrir une place, une porte, comme on dit, dans un CHSLD. Fait que c'est pour ça que le gouvernement a laissé faire. Okay. Il y a eu, pendant une époque, ce qu'on appelait des résidences sans permis. Donc, les travailleurs sociaux des hôpitaux qui avaient les mêmes problèmes à l'époque qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des personnes âgées qui ont fini leurs soins actifs, qui n'ont plus de place à aller parce qu'ils ne sont pas capables à court terme de revenir chez elles, ils restaient sur les lits d'hôpitaux, ils occupaient la place de quelqu'un d'autre. Okay. Ces personnes-là, on les a envoyées dans des résidences sans permis, même si c'était pas illégal, mais tu sais, c'était un peu... en principe, c'est seulement les CHSLD qui avaient le droit d'offrir des services aux personnes âgées en perte d'autonomie, comme on l'appelait à l'époque. Et quand tu t'occupais de personnes qui n'étaient pas autonomes, tu étais supposé avoir un permis, mais c'était pas le cas. Fait qu'on a toléré ça pendant longtemps, principalement parce que les aînés ne voulaient pas être institutionnalisés, mais au fond de l'affaire, c'est parce que ça coûtait plus cher que ce que le gouvernement était capable ou voulait mettre pour
de cette catégorie de personnes-là. Est-ce que vous pourriez nous faire un portrait? Parce que aujourd'hui, on va parler des petites résidences privées, mais est-ce que sont nombreuses en pourcentage parmi les autres? Est-ce que ça a évolué avec le temps? Pouvez-vous nous donner un portrait là, assez large de cette question-là? Oui, c'est parmi les choses qui m'ont intéressé au point de départ, c'est l'évolution de ce secteur-là. C'est extrêmement dynamique. Contrairement au CHSLD que j'évoquais à l'instant, où ça bouge pas beaucoup, puis c'est une grosse nouvelle quand on en ouvre un nouveau. Dans le secteur privé, ça roule, personne ne s'en rend compte. Ça ouvre, ça ferme, c'est pas planifié. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Et en gros, si je résume, c'est que les données les plus anciennes qu'on a datent les RPA, c'était créé en 2002, mais on a des données fiables à partir de 2008 seulement. Mais depuis 2008, c'est assez clair, c'est que le nombre de très grandes résidences, des 100 logements et plus, des 200 logements et plus, des 500 logements et plus, ça a considérablement et constamment augmenté. Alors que toutes les autres catégories ont stagné pour les 50-99, mais les moins de 10 logements depuis 15 ans, Madame Gagnon, ça a baissé de 75%. Mon Dieu, il en reste plus, Louis? Il en reste beaucoup moins, puis la tendance ne dément pas. C'est vrai aussi, mais un peu moins. La diminution est moins radicale, mais très importante aussi pour les 10 à 29 logements, qui sont surtout des chambres. Ensuite, 30 à 49, ça diminue, mais moins vite. Donc, c'est inversement proportionnel. Les grosses augmentent, les petites diminuent considérablement, puis plus on s'approche des grosses, plus la diminution est moins grande. Au moment où on se parle, en 2023, il y avait 3 personnes âgées sur 4 qui vivaient dans une RPA, de plus que 100 logements. Oh! Donc, cette proportion-là a augmenté. Il y a 5 ans, c'était 70%. Là, c'est rendu à 75% pour une raison bien simple. Ils se ferment des petites, ils s'ouvrent des grandes. Fait que l'un dans l'autre, bon an, mal an, la proportion de personnes âgées qui vivent dans des tours d'habitation, et surtout dans les milieux urbains, ce qui pose un problème d'accessibilité géographique pour des personnes qui vivent en Gaspésie, qui vivent dans les villages, même en Montérégie ou dans Charlevoix, si on parle de la région de Québec ou dans Port-Neuf, les petites résidences de ces régions-là ferment parce qu'elles sont réparties partout. Les petites résidences, il y en a partout, à la différence des grandes, qui sont concentrées historiquement dans les grands centres urbains, Montréal, Québec, Gatineau. Puis dans un des fascicules dont vous parliez tout à l'heure, dans les années 90, on a bien vu ce modèle-là des grosses résidences, des grosses tours se diffuser de Montréal, Québec, Gatineau vers les autres régions municipales de recensement comme Saguenay, Sherbrooke, Trois-Rivières, puis ensuite dans des villes moyennes comme Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sept-Îles, et ensuite même dans des petites villes comme dans Charlevoix, il y en a une grande résidence, à Baie-Saint-Paul, il y en a une grande à La Malbaie. Donc, la concurrence des grandes résidences, la diffusion géographique du modèle des grandes résidences, qu'aiment les aînés qui ont les moyens de se les payer, parce que c'est des appartements, alors que les petites résidences, c'est des chambres et pensions. C'est moins cher, alors que les grandes résidences, tu as une plus grande surface de plancher, donc logiquement, c'est plus cher. Puis tu as aussi des services un peu plus raffinés, plus nombreux, plus variés. Ouais, moi, je comprends, mais écoute, Louis, c'est assez dramatique, là, parce que, comme tu dis, les grandes tours, là, les grandes résidences, c'est pas donné. Non, c'est certain. Puis, mais c'est ça, moi, le projet de recherche que vous avez dit au début, c'était relever le défi d'offrir aux aînés à faible revenu des logements de qualité et correspondant à leurs besoins ou à leurs demandes. Et c'est ça l'enjeu. Quand vous habitez Sainte-Foy, vous avez vendu votre maison 600 000 $, vivre dans une résidence qui vous coûte 4 000 par mois, tu es capable de faire plusieurs années là, avec tes revenus de retraite. Puis ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est les gens qui ont eu une vie moins facile, qui ont des femmes au foyer, qui n'ont pas eu de rémunération sur le marché du travail, ont 20 000 $ par année de revenus. Là. Fait que ça, tu peux pas aller loin avec ça. Ce qui fait que les petites résidences, qui étaient souvent, c'est des édifices petits, forcément anciens, d'anciens motels, d'anciens hôtels, d'anciens presbytères, d'anciennes maisons résidentielles. Ça coûtait pas trop cher à l'achat, puis ça coûtait pas trop cher à louer, parce que le prix de la maison était pas faramineux. Puis les propriétaires ne payaient pas des gros salaires. Ce qui fait que, en gros, sur une période de 20-25 ans, avant même que les RPA existent, il y a eu une division du marché entre les grandes résidences qui servent la classe moyenne puis la classe aisée, puis les plus petites résidences et les résidences à but non lucratif, dont on peut parler aussi, qui, elles, desservent davantage une clientèle avec des revenus modestes ou limités. Ça peut être des gens qui ont des moyens, mais il y a beaucoup plus, il y a forcément plus de personnes âgées moins nanties dans les petites RPA parce qu'elles sont moins chères et que les grosses ne le sont pas accessibles. Donc,
la disparition des petits RPA, ça pose un problème d'accessibilité géographique et ça pose un problème d'accessibilité économique. Mais non, mais c'est grave, là, Louis, là. Les gens, là, qui demeurent, mettons, en Gaspésie, ils vont aller où? Puis qui avaient une petite résidence dans leur coin, puis qui étaient heureux d'être dans leur milieu de vie, ils vont aller où? C'est ça. Ben, il y a deux options. Ou bien tu vas nulle part, c'est-à-dire que au lieu d'aller dans cette résidence-là, tu vas nulle part? Ben, c'est-à-dire que tu es dans ta maison, ton appartement, tu serais allé dans cette résidence-là, elle n'existe pas. Fait que tu restes chez vous plus longtemps, et là, tu es plus à risque. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de services à domicile. Ou bien, si tu as l'argent, ou si tes enfants t'aident financièrement, tu peux aller, si on parle de la Gaspésie, ben tu vas aller où? Tu vas aller il y avait dans le temps, j'ai pas vérifié les derniers chiffres, mais la seule grande résidence était à Maria. Donc, tu peux aller là, si elle existe toujours. Fait que tu vas, si tu habites Gaspé, ben tu fais 150, 200 kilomètres, ou tu vas à Rimouski. Fait que c'est pas partout la même région. Fait que c'est pas... c'est ça, ou bien tu restes dans ton coin de pays, dans une maison à logement sans service, avec les services à domicile du CLSC, ce qui peut fonctionner si tu as de bons services. Mais sinon, ben tu vas aller ailleurs, tu vas aller dans une résidence. Si tu n'es vraiment pas capable de te déplacer, tu n'es pas capable de déblayer ton entrée, tu n'es pas capable de faire tes courses, tu n'es pas capable de te faire à manger, il faut que du monde t'aide. Alors, si ta famille est proche, ça va, mais souvent, les enfants des parents gaspésiens, ils habitent dans des grands centres. Fait que et ça contribue tout ça à la désertification des milieux ruraux. C'est-à-dire que si c'est Rimouski qui gagne tous les petits villages de l'arrière-pays, Rimouski se développe, mais tous les petits villages perdent 4-5 emplois, 10, 15, 20 personnes âgées. Donc, c'est du monde qui faisait tourner l'économie locale. Et ça, ces gens-là, ça disparaît, le village ferme. Fait que ça vient avec l'ensemble des autres pertes de services. Fait que c'est pas un phénomène qui, en soi, est très positif. Ouais, non, mais j'ai une question pour vous, Monsieur Demers. Ce déclin-là, des petites résidences, là, est-ce que vous pensez que c'est arrivé quand on a mis des normes, quand on a demandé les gicleurs, quand on a imposé aux petites résidences des choses qui sont quand même pas faciles à faire? Est-ce que vous pensez que ça leur a donné leur dernier coup de grâce? C'est une très bonne question. En fait, il y a deux grands facteurs. Le premier, je l'évoquais tantôt, c'est la diffusion du modèle des grandes résidences privées en région. Ça, la concurrence d'un point de vue économique, ça a joué au détriment des petites résidences pour les aînés qui ont les moyens de se payer un appartement plutôt qu'une chambre et pension. Un chambre et pension. L'autre affaire, c'est que le gouvernement, il a créé les RPA en 2002. Il a introduit un mécanisme pour assurer la qualité et la sécurité des personnes âgées qui vivaient dans les RPA. Avant, je parlais de résidence sans permis. Là, ça prenait un certificat de conformité. Et dans le certificat de conformité, à partir de 2007, il y a eu des exigences. Ouais. Il faut que tu aies un plan de sécurité incendie, il faut que tu aies tant d'employés sur le plancher, il faut que tu aies affiché au mur ton menu, ton code d'éthique, des affaires comme ça. Mais bon, ça, c'était relativement léger. Mais en 2013, là, il y a eu un resserrement extrêmement important de la certification. C'était beaucoup plus exigeant. Et là, on voit, quand on regarde les chiffres historiques, qu'il y a une diminution plus rapide du nombre de petites résidences 2012, 13, 14. Et on peut sans doute l'attribuer, même si on ne peut pas le prouver scientifiquement, mais disons qu'il y a une association entre l'instauration d'un règlement plus strict et la diminution plus grande du nombre de petites RPA. Est-ce que le gouvernement, Louis, je t'arrête là, est-ce que le gouvernement a aidé les petites résidences à se mettre aux normes, voyant leur situation? Est-ce qu'il leur a dit, c'est gratuit pour vous, vous avez un rabais, on va vous aider ou non? C'est une des grandes... Moi, j'ai fait beaucoup d'entrevues dans mon projet de recherche et la grande récrimination... Les propriétaires, les petits exploitants de ces résidences-là, qui ne sont pas des millionnaires, ces gens-là se disent, ça a été bon pour les personnes âgées, mais ça n'a pas été bon pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est contre la vertu. D'avoir un système de gicleur plutôt que de ne pas avoir de système de gicleur, tout le monde est d'accord avec ça, parce que si le feu prend, c'est peu probable, mais si ça arrive, les gens vont survivre en plus grand nombre, ils vont être moins blessés en grand nombre. C'est super bon. Sauf que le gouvernement est intervenu pour les gicleurs, on pourrait y revenir tantôt, mais en gros, c'est que c'est votre modèle d'affaires, c'est du privé-privé. Fait que le gouvernement a dit, écoute, nous, on peut t'offrir des services à domicile à madame une telle, monsieur un tel, c'est pas toi qu'on sert, c'est les personnes qui habitent chez toi. Donc ça, il y a des services à domicile qui viennent donner des bains ou des soins de plaie, des choses comme ça, mais le gouvernement est un peu comme la cavalerie d'un film de cowboy. Il arrive après que le feu soit pris, que les Indiens aient incendié la ville. C'est un peu ça qui arrive. Fait que le gouvernement est intervenu, par exemple, vous connaissez sans doute à la QDR
comment on appelle ça? C'est l'île verte? Non, oui, c'est ça, mais ce que je voulais dire, c'est le crédit d'impôt remboursable pour maintien à domicile. Donc, ouais, très bien. Mais ça, le crédit d'impôt, ça subventionne les personnes âgées à hauteur de 30-35% de certains services. Sauf que comme les services sont plus chers dans les grandes résidences, ça aide plus les grandes résidences que les petites. Mais ça, les petites résidences, ça les aide. Ça veut dire que plutôt que d'augmenter, ils peuvent augmenter un peu plus leur loyer parce qu'une partie de cette augmentation-là, où la totalité est absorbée par du crédit d'impôt. En 2021, le gouvernement, dans son budget, a donné des mesures pour aider les petites RPA à passer au travers, entre autres la rémunération des préposés dans le temps de la COVID. Ouais. Ils ont fait des choses, mais en gros, ils ont fait trop peu, trop tard. Ah. Donc, okay. Toutes les ministres qui sont pas tous les ministres et toutes les ministres qui ont occupé des services aux personnes âgées ou des services sociaux, vous allez trouver des extraits d'entrevues depuis 10 ans que les petites résidences à la région, c'est super important. Ah oui, c'est super important. Et dans la réglementation, on a essayé de trouver des assouplissements. Le règlement, il y a eu celui de 2007, 2013, 2018, 2023. Ils ont ajusté, mais ça n'a jamais été assez. Comme par exemple, avoir des personnes en tout temps 24 heures par jour, ça marche pour une résidence de 200 logements, mais pour une résidence de 14... Ah non, impossible. Donc, en gros, le gouvernement n'a pas été insensible, mais le gouvernement a été pas mal meilleur pour mettre en place un régime plus exigeant. Donc, dans le domaine du logement, on parlait des gicleurs tantôt, avant l'an 2000, une RPA, c'était n'importe quoi. C'était traité comme n'importe quel édifice de sa grosseur, sans tenir compte du fait qu'il y avait des personnes âgées à faible mobilité dedans. Parce que c'est ces personnes-là qui posent problème. Quand le feu prend, si tu es autonome, t'es ni sourd ni aveugle, puis tu es capable de marcher, tu sors. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ça, si t'es un peu, tu souffres d'Alzheimer, si t'es sourd, t'entends pas le signal d'alarme, si t'es aveugle, tu vois pas clair, tu peux pas te déplacer, tu peux pas voir l'ascenseur, si tu marches, t'es en marchette. Là, donc, à partir de 2000, le gouvernement du Québec a mis en place un régime qui a abouti en 2013. Code de sécurité, code de construction. Là, il y a des mesures strictes. Tout ça est bel et bon, mais ça coûte. Il y a quelqu'un les coronaires ont révélé qu'il y avait des personnes qui avaient brûlé parce que l'eau était trop chaude dans le bain. Ah oui, je le sais. Il y a un petit propriétaire qui dit qu'il y a un innocent qui s'est fait brûler, puis nous autres, pendant ce temps, on est obligé d'acheter ce qu'on appelle des champlures mitigères, des mitigeurs d'eau chaude. Puis ça, c'est encore pareil, ça coûte, mettons, je sais pas comment, c'est 100$ l'unité, mais si tu as 12-15 de ça, mais c'est encore 1 000, 2 000 qu'il faut que tu payes un... OK, je comprends. C'est le principe général. Les gicleurs, c'est une partie de la sécurité incendie. Ça. En part de ça, il y a les séparations par feu, les sorties au sous-sol, les escaliers au 2e étage. Il faut que tu aies 2 sorties ou alors des séparations par feu. Mais dans une grande résidence, tu mets une porte par feu en plein milieu de l'étage. Tu es en business, le feu pogne d'un côté. Les gens, ils font juste traverser l'autre côté sur le même étage. Alors qu'une résidence, une petite résidence, pas d'ascenseur de 2-3 étages, ben là, au 2e étage, tu peux pas descendre les gens en marchette, c'est bien trop long. Fait que ça limite beaucoup leur capacité d'avoir des personnes à faible mobilité. Il faut qu'ils soient au rez-de-chaussée. Ouais, sinon, mais... les gens de la RBQ viennent. Non, tu peux pas faire ça. Les préventionnistes, les pompiers qui s'occupent de prévention, non, ça te prend une sortie, ça te prend un escalier. Puis ça, c'est encore pareil. C'est des dépenses de 5, 10, 15, 25 000. Ils ne pourront jamais payer ça. Je veux dire, mais c'est ça que je me pose. Là. Je vous écoute, là. Mais dans le fond, c'est leur mort bientôt, là, parce qu'ils ne pourront jamais payer ça. Mais c'est aussi la mort des personnes aînées en région qui veulent rester dans leur région, auprès de leur famille puis leur communauté, puis ils vont faire quoi, là, puis qui n'ont pas beaucoup d'argent non plus. C'est ça. En fait, là, à ma connaissance, il n'y a pas d'études là-dessus, mais des choses qu'on observe anecdotiquement, qu'on voit passer. Je me rappelle d'avoir vu à une présentation à la mairesse de Sainte-Julie, qui est une banlieue lointaine de Montréal, qui est en pleine, beaucoup de jeunes familles. Il y a des RPA, là, il y en a même probablement plus qu'une. Comment ça se fait? Il n'y a pas beaucoup de personnes âgées. C'est ça. La personne âgée qui vient de Chandler, elle va déménager à Sainte-Julie parce que sa fille ou son fils ont leurs enfants là. Fait que c'est un gagnant-gagnant. Okay. La personne est proche de sa famille. Puis les parents, comme c'est le cas présentement, dans le cas s'ils sont enseignants, s'il y a une grève, les grands-parents peuvent s'en occuper. Fait que les personnes âgées préfèrent rester dans leur coin de pays. Mais il y a aussi la famille, c'est souvent le pays qui reste à une personne âgée. Si vous avez 82 ans, vous avez des petits-enfants qui sont loin,
ben peut-être que vous avez plus de liens avec vos enfants, vos petits-enfants qu'avec vos voisins. Ah, c'est sûr. Si vous êtes dans une grande résidence, on a beau dire, c'est très sécuritaire, c'est comme c'est vanté à la télévision. Si tu es capable d'avoir des gens avec qui tu t'entends bien, ça peut être un milieu de vie intéressant. Mais c'est ça, si tu as de la sortie vers l'extérieur à travers ta famille, ou même si tu es avec une de tes voisines dans la même résidence, ben là, tu as un lien systématique. Ça fait partie. Mais encore une fois, faut-il que la personne ait l'argent? Parce que si c'est à Sainte-Julie, c'est probablement plus cher qu'à Maria, dont je parlais tantôt, parce que tu es dans un milieu où les gens ont plus d'argent, fait que le prix des logements est fonction de la richesse des gens puis du coût des logements, du coût des terrains. Fait que probablement qu'à Sainte-Julie, ça te coûte quelques $100 de plus. Fait qu'il faut que les enfants aident. Fait que c'est une manière aussi pour le gouvernement de ne pas payer une facture. Une partie de la facture revient à la famille, comme dans l'ancien temps, avant que le gouvernement se mêle de la sécurité de tout le monde, mais c'est la famille qui s'occupait des vieux restés dans la maison. Ouais, mais là, on n'est plus là. On n'est plus là. On a regardé cette question-là avec un sociologue, Dominique Morin, puis on ne sera plus jamais là. On ne reviendra plus là. Mais là, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Est-ce qu'il faudrait que le gouvernement prenne, paye plus pour les petites résidences pour qu'ils soient encore viables, ou quand ils rajoutent des choses puis tout, qui évaluent leur situation financière puis leur aide plus pour que finalement il y en ait partout, parce que le Québec, ce n'est pas Montréal, Sherbrooke, Québec, là. C'est aussi beaucoup de petites régions. Exactement. Encore une fois, le discours officiel, c'est que les petites résidences sont importantes, mais en même temps, d'un point de vue fonctionnel, si vous êtes dans un CLSC, vous préférez bien plus concentrer vos activités de soins à domicile à la Malbaie, à Baie-Saint-Paul, que l'hiver d'aller dans les villages, dans l'arrière-pays. Ah ouais, c'est ça. Il y a comme un mélange. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de logements à RPA a augmenté d'année en année sans cesse depuis 2008. Ça veut dire qu'il y a plus de disponibilité de logements. C'est pas qu'il en manque. D'ailleurs, le gouvernement n'arrête pas d'en acheter des places pour libérer les lits d'hôpitaux. Il en achète des places. Et ça, c'est pas un problème, la disponibilité. C'est que la variété des choix, parce que les petites résidences, c'est généralement moins cher. Et en fait, comment on peut les aider? C'est si les petites résidences ont plus de revenus, ils vont survivre. Les propriétaires ne seront pas plus stupides que n'importe qui d'autre. Là. Ben non. Ils savent comment ça marche, un revenu puis une Ben dépense. non. Mais c'est juste qu'ils vont juste accepter des gens qui ont plus d'argent. Fait que si le gouvernement subventionne, comme il le fait déjà, mais subventionne davantage des personnes âgées à faible revenu, ils vont pouvoir payer 3 000 plutôt que 2 000. Et donc, les petites résidences vont être capables d'engager assez de personnel, parce que c'est un peu un cercle vicieux. C'est que les petites résidences, souvent, d'un point de vue physique, c'est pas des endroits où c'est très fonctionnel. Tu sais, c'est difficile, il n'y a pas d'ascenseur. Fait qu'ils peuvent pas avoir des gens de très, très grande variété. Des errants, ils peuvent pas en avoir. Non. Fait ils sont limités dans à la fois le point de vue économique, puis d'un point de vue aussi de la capacité d'accueillir des gens. Ils peuvent pas avoir, ou bien ils se spécialisent dans les gens qui ont des problèmes d'Alzheimer, puis toute la petite organisation est tournée autour de ça, ou alors ils font du général, puis ils prennent des gens qui sont moyennement autonomes, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de médicaments, ils peuvent les laver, mais ils peuvent pas forcément faire des choses de manière très, très complexe, parce qu'ils n'ont pas d'infirmières, ils ont des préposés. Puis c'est une difficulté aussi, ça c'est un problème qui commençait avant la COVID, c'est qu'avec les exigences du gouvernement, pour revenir à votre question de tantôt, on pouvait pas engager n'importe qui comme préposé, ça prenait une formation. Alors là, ce qui est arrivé, c'est quand il y avait une pénurie de personnel, les CHSLD ont raidé le personnel qui était dans les RPA, qui était formé souvent, ils étaient payés pour être formés par les propriétaires des RPA. Quand il y avait leur formation, bang, ils s'en allaient chercher. Ils s'en allaient dans les CHSLD à 5$ de plus. Fait que ce qui fait que les petites RPA, avant même la COVID, avaient beaucoup de difficultés à recruter du personnel, des préposés, mais aussi des cuisiniers, cuisinières. Là. Ce qui fait que une des raisons pour lesquelles ils ferment, c'est la concurrence des grosses. Ouais. C'est ensuite la réglementation qui leur coûte cher. Puis la réglementation, il y a des coûts directs pour la construction, pour l'amélioration de la sécurité. On n'en finit plus, là. On n'en finit plus, les là, normes M. de personnel Demers. s'ils sont plus élevés, les normes de personnel, mais comme tu charges pas cher, t'es pas capable d'offrir 25$ de l'heure, t'offres 14. Puis c'est ça. Fait que plusieurs facteurs jouent dans le sens de la fermeture. Donc, si on veut qu'elle survive, ça va être des RPA qui vont coûter 4 000$ par mois. Tout le monde va arriver, mais ça ne résout pas le problème fondamental des personnes à faible revenu. Puis les places en CHSLD, les CHSLD, c'est réservé pour des cas vraiment complexes. Fait que si tu es juste pauvre avec des problèmes
de mobilité ou un peu d'Alzheimer. T'as pas d'affaire là. C'est ça. Donc, le problème demeure entier. Puis comme le nombre, encore pour quelques années, le nombre de 75 ans et plus au Québec va continuer d'augmenter. Les bébés mômes s'éteignent, puis il va en avoir moins. Mais pour les 10-15 prochaines années, le problème la situation va devenir de plus en plus importante. C'est que là, c'est un peu comme la crise climatique. C'est ça, on voit ça aller, hop, ça l'air que ça réchauffe, ça l'air que ça va mal aller. Mais tout, où est-ce que sont les décisions pour changer ça? On ne les voit pas beaucoup, mais c'est un peu pareil. La démographie, c'est encore plus prévisible que la crise climatique. Donc, en réalité, tu sais comment est-ce qu'il va y avoir de personnes là avec une très faible marge d'erreur. Fait que tu sais combien de besoin de place en RPA ou en CHSLD pour des gens de 75 ans et plus, tu le sais. Ouais, ça, mais on sait qu'on agit. Non, je sais, ça on l'a vu, là. Je veux dire, puis dans votre discours depuis tantôt, là, l'action est pas tellement là. Mais ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement se réveille et puis qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour soutenir les petites résidences, pour permettre aux gens des régions, parce que moi je pense beaucoup à ces gens-là, de rester dans leur milieu quand leur famille reste là, puis que finalement il y ait aussi ce choix-là. C'est ça qu'on souhaite. Oui, en fait, c'est pour être un peu plus équitable, le gouvernement du Québec a fait des choses. Le crédit d'impôt a été légèrement modifié il y a 2 ans pour un peu, pas assez, mais un peu favoriser davantage les personnes qui ont un faible revenu. Donc, ça subventionne un peu plus les gens à faible revenu, puis un peu moins les gens qui gagnent 200 000, 150 000. J'espère. C'est normal. Mais en fait, d'un point de vue économique, le gouvernement ne peut pas non plus maintenir ça en dehors de l'eau s'il n'y a pas de demande. T'sais, si les personnes âgées voulaient absolument avoir des chambres et pensions, il y aurait de la demande, mais c'est pas ça. Les gens, quand ils sont relativement autonomes, le couple surtout, les deux s'entraident mutuellement, ils ont de l'argent, ils louent à l'enfant à 4 000 $ par mois, ils arrivent. Ouais. C'est pour les gens qui sont seuls, surtout les femmes qui n'ont pas été sur le marché du travail, ces personnes-là sont complètement démunies, fait que c'est là qu'il y a une difficulté. Okay. Et je pense que si on améliore les services à domicile, ça peut permettre à des gens de rester dans leur appartement. Mais ça va être plus tard, parce que là, on se comprend, là, c'est difficile, et puis il y a encore beaucoup de choses là, qui fonctionnent pas. Je vais être obligée de vous laisser, M. Demers, parce qu'on arrive à la fin de notre émission, mais je vous remercie beaucoup. Et puis, c'est pas dit qu'en 2024, on reparlera pas des petites résidences. Joyeuses fêtes! Pareil, ça me fera plaisir. Bonne fin de journée, puis joyeux temps de fête à vous, Mme Gagnon. Merci. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.